Des fois, je vous jure, il y a certaines suites d'animés, elles sont inutiles. La première saison, elle a marché, la deuxième aussi, mais ça aurait pu s'arrêter là. Mais non, ils décident de sortir la saison de trop, et au final, bah, ça te laisse un goût amer, tellement c'est mal fait. Et aujourd'hui, je vais donner 3 animés où ça s'est mal terminé, voire très mal terminé pour certains. Et pour bien débuter la vidéo, je me suis dit, pourquoi pas vous parler d'un animé récent qui a fait couler beaucoup d'encre, et vous allez comprendre pourquoi, c'est Dragon Ball Daima. Au moment de l'annonce de cet animé, je sais pas si j'étais vraiment content ou pas. Ce serait pour célébrer les 40 ans de la franchise avec le retour de Goku et Vegeta. Au niveau de la timeline, ça se passe entre DBZ et Dragon Ball Super, donc je me suis dit, trop bien, on va avoir plein de petits détails sur l'œuvre, franchement ça vend du rêve. Mais le trailer, bah, il m'a laissé perplexe, hein. On voit des personnages sous forme enfantine, des sortes de chibi, et forcément on se pose des questions. Mais vas-y, on sait jamais, on verra bien quand ce sera sorti. Et maintenant que l'animé il est sorti, bah, je peux vous dire que j'ai été extrêmement déçu sur plusieurs points. Déjà le mode chibi, j'ai pas trop compris pourquoi, dans l'intrigue c'était pas nécessaire, à part toucher un public d'enfants et faire de nouvelles figurines, je vois pas d'autre solution. Et ça s'arrête pas qu'à ça, au niveau de l'animation, ça aurait pu être critiqué, mais on a vu bien pire, hein. Je pense qu'ils ont retenu la leçon avec Dragon Ball Super. Et là avec Daima, ça se regarde très bien. Faut savoir que le grand méchant dans l'histoire, c'est Goma, le nouveau roi du royaume des démons. C'est une sorte de petit monstre qui rappelle un petit peu Pilaf pour ceux qui s'en souviennent. Et désolé de le dire, mais il est vraiment mal écrit. C'est un perso insupportable, débile et faible, et à aucun moment dans l'histoire tu te dis que ce mec-là, c'est une menace pour Goku et son équipe. Heureusement, ils vont lui donner un power-up à un certain moment, mais il y avait clairement moyen de nous donner autre chose. À l'époque, quand t'avais un Cell ou un Freezer qui débarquait, tu sentais qu'il y avait une menace, qu'ils étaient pas là pour rigoler. Et le meilleur exemple, c'est quand Goma a décidé de recruter un groupe de force spéciale, une sorte de copie du commando Ginyu, et ils n'ont eu aucune utilité. Les mecs, tout ce qu'ils ont fait, c'est bouffer des chips et acheter des snacks dans une épicerie, et je suis obligé de comparer ça au commando Ginyu de l'époque. Les mecs en imposaient vraiment, tu sentais qu'ils étaient réellement méchants. Mais là, ils se sont fait exploser en 2 secondes, on a même à la fin un des persos qui propose des chips à Goku. Je suis désolé, c'est vraiment devenu ça Dragon Ball. Donc toutes ces petites choses ne font que renforcer mon idée de me dire que Dragon Ball Daima, il est fait pour les gosses. Quand on a connu la sortie de Dragon Ball Z avec ses persos badass, à l'école t'avais envie de te transformer comme Goku, avoir des muscles saillants, les méchants c'était les antagonismes ultimes, là ça vend pas du rêve, tout ce que ça vend en fait c'est des nouvelles figurines. Je rigole évidemment, mais vous allez voir pas trop hein, parce que niveau transformation ça y va. Vegeta qui nous sort un SSJ3 comme ça, et comment ils expliquent ça? Bah selon Bulma il s'est beaucoup entraîné. Et donc tu m'expliques pourquoi pendant DBZ ou Dragon Ball Super, il nous l'a jamais sorti, et là, comme par magie, parce qu'il s'est beaucoup entraîné, il arrive à sortir ça sans trop de contexte. Il y a aussi une sorte de copie de Majin Buu qui nous sort un SSJ3. Pourquoi, comment, je sais pas, on a même Goku qui nous lâche un SSJ4, le fanservice ultime, sauf que pas de bol, hein, ils nous le mettent sous forme enfant, donc évidemment, bah ça râle un petit peu au niveau des fans, mais on aura la version adulte un épisode après, mais bon, est-ce que c'était réellement nécessaire cette transformation au vu de l'ennemi en face? Je pense pas. Alors oui, il y a du positif, on a le droit à quelques détails sur l'histoire de Dragon Ball Z, de quoi ravir un minimum les anciens fans, mais en soi c'est la même recette mais adaptée à un public plus jeune, du moins c'est ma vision des choses. Il y a des épisodes qui servent à rien du tout, des facilités scénaristiques abusées, genre à un moment ils perdent leur vaisseau, et comme par hasard il y en avait un autre tout neuf juste à côté, laissé par leurs ennemis. À la moitié de l'animé, on a bien 3-4 épisodes qui sont exactement les mêmes. Ils cherchent les boules de cristal, ils affrontent le gardien qui détient la boule, et gagnent, et fin d'épisode. Et c'est ça, 3-4 fois de suite, c'est trop, on se fait chier, surtout qu'on sait pertinemment qu'ils vont réussir. Et si je devais conclure là-dessus, pour moi, Dragon Ball Daima, c'était un moyen de relancer la licence, de mettre un petit truc sous la dent à ceux qui attendent une suite depuis 10-20 ans, mais l'histoire hyper simple, les persos et l'animation en général me font penser que c'est surtout pour toucher un nouveau public, et aussi pourquoi pas vendre des produits dérivés, tant qu'à faire. Donc oui, j'ai été déçu, mais de toute façon, vu le film qui nous ont sorti récemment, Dragon Ball Super Heroes, bah on pouvait que s'attendre à ça. Pour moi, je pense honnêtement m'arrêter là, je pense pas regarder un épisode de plus, ça va pas servir à grand chose. Bon, et maintenant, avant de vous donner la plus grosse déception de ces dernières années, je vais quand même vous parler d'un autre animé qui a déçu pas mal de fans, notamment avec sa saison 2. The Promised Neverland, un animé qui a débarqué en 2019 et qui était très prometteur, et au moins on peut dire qu'avec The Promised Neverland, on a eu le droit à une vraie bonne première saison. Elle était complète sur tous les points, on a enfin
un animé qui rassemble tout ce qu'il faut pour plaire, un scénario original qui ne tourne pas comme dans la majorité des cas sur de la baston ou de la réincarnation type Isekai. On a même un premier épisode choquant où pendant 20 minutes on nous introduit un groupe d'enfants dans un orphelinat plutôt sympathique, les enfants s'amusent, ils sortent dehors, on s'occupe bien d'eux, et tout d'un coup il y a un des gosses qui est retrouvé mort et on nous annonce qu'en fait il y a tout un monde rempli de monstres et qui sont pris au piège. Pour moi c'est un synopsis qui marche, t'as vraiment envie de regarder la suite. Il y a une part de mystère et de changement complet d'ambiance qui fait que le truc est assez accrocheur. Mais là où ça va déraper en fait c'est à la sortie de la saison 2, et le gros problème, parce que oui il n'y a pas que ça, c'est que le scénario de cette seconde saison ne suit absolument pas le manga. Enfin elle le suit, mais à partir du moment où tu loupes l'un des arcs les plus importants de l'œuvre, ça fait une grosse différence. Pour vous dire, au milieu de la saison 2, on se retrouve avec des dialogues qui sont liés à l'arc précédent, mais qui n'est même pas inclus dans l'animé, donc au final on a zéro rapport. Sans parler de la lenteur du scénario, c'est hyper lent, on n'a pas d'action, limite on oublie l'essence même de The Promised Neverland. Ah oui, et ils nous sortent un épisode récap en plein milieu de la saison 2 qui ne sert strictement à rien. Encore tu mets ça au tout début comme premier épisode, comme ce que font la majorité des animés, ça permet de resituer dans les événements et être à jour pour mieux repartir. Et là j'ai pas compris, ils nous l'ont mis en plein milieu et ça n'a aucun intérêt. Ça donne juste l'impression en fait qu'ils avaient du retard et qu'ils ont mis ça pour combler, alors que c'est un animé saisonnier et le studio il a eu 1 an et demi pour nous pondre 11 épisodes. Et au final on en a réellement que 10 pour adapter 16 tomes, je trouve que c'est bien trop léger. Et encore, vu le peu de choses qui se passent, je pense que c'était facilement visionnable en 8 épisodes. Mais bon, le Covid est passé par là, est-ce que c'est une raison? Je sais pas. En fait, il y a tellement de choses à dire dessus que je pense que 80% des fans seront d'accord pour dire que le manga dépasse largement l'animé. Et même en dehors de cette comparaison entre le manga et l'animé, on a quand même des incohérences dans le scénario en général. Comme quoi, cette suite a été vraiment foirée. Par exemple, on n'a pas de développement sur Isabella, le monde des démons, il est nul, on n'en sait rien du tout, ça se résume à un simple petit village et encore. Dans l'animé, on sait même pas ce que devient Norman, enfin bref, je vais pas m'éterniser, je pense en avoir suffisamment dit sur cette superbe saison The Promised Neverland, qui a été selon moi gâchée. Et d'ailleurs, je compte sur vous pour me dire votre avis sur l'animé en fin de vidéo. Et là, pour le prochain, je pense qu'on va vraiment toucher le pire du pire, qui est pour moi la plus grosse déception de 2024. Et je pèse mes mots. Je parle évidemment de Ninja Kamui. On a 3 épisodes où ils te vendent du rêve avec une animation aux petits oignons, un scénario accrocheur, et je sais pas ce qui s'est passé à partir de l'épisode 4, une catastrophe, la descente en enfer, le drame, le désastre, bref, vous avez compris. En fait, à la base, on suit juste un parfait petit couple qui vivent dans la campagne avec leur fils. L'animation, elle est belle, tout semble prometteur. Et en seulement quelques minutes, on arrive à s'y attacher à cette petite famille et on a hâte de voir ce que le futur leur réserve. Mais si tu t'attardes au descriptif de l'animé, bizarrement, ça colle pas trop avec ce que tu viens de voir. Bah ouais, c'était sûr. En fait, Ninja Kamui, ça parle de ninja, donc forcément ça fait couler le sang. On a un scénario axé sur la vengeance et on comprend qu'il va y avoir de la baston. Mais jusque-là, il n'y a pas de problème. Avec le peu d'épisodes qui sortent au début, il est annoncé comme un banger. Suffit de voir les séquences de combat, ça envoie vraiment du lourd. Sauf que je pense que personne n'avait prévu ce qui allait suivre. Là où tout est parti en miettes, c'est quand le studio a eu la bonne idée de rajouter de la CGI. A partir de ce moment, le héros obtient un équipement et tout le reste va être animé en CGI. Les scènes d'action qui semblaient être ultra dynamiques au début deviennent molles, et non plus rien de ninja qui semblait tout de même être le principe même de l'animé. Même les arrière-plans autrefois détaillés deviennent fades et génériques. Et vraiment à partir de ce moment-là, tout le potentiel de l'œuvre a disparu. Matez-moi ce combat dégueulasse, c'est full 3D, c'est pas fluide, où est passée l'animation du début? On dirait juste en fait une vieille cinématique de jeux vidéo dans les années 2000. On est clairement passé sur un animé de type mecha et c'est pas forcément le plus apprécié. Alors, je suis pas contre la CGI, on a certains animés qui arrivent très bien à s'y adapter, et c'est pas dérangeant. L'Attaque des Titans ou Solo Leveling sont 2 parfaits exemples. Les studios utilisent ce procédé comme gain de temps. Pour SNK, elle a été un petit peu critiquée au début, mais finalement, on s'y habitue, et petit à petit, les animateurs se perfectionnent dans le domaine. Mais quand on te vend du rêve, et qu'après on change totalement le style d'animation, je suis désolé, mais le décalage, il est beaucoup trop brutal, et je comprends totalement que des gens n'arrivent pas à l'accepter, en particulier pour Ninja Kamui. On peut se poser la question, est-ce que c'est par manque de budget, par exemple? Eh ben, même pas, parce que la CGI c'est même plus cher que l'animation traditionnelle. C'est juste plus rapide et ce recours a sûrement été fait pour gagner du temps sur la réalisation, mais qui au final plombera totalement la réussite de l'œuvre. Et juste pour cette raison, en fait ça foire tout, alors que vraiment il avait le potentiel. L'histoire n'était pas révolutionnaire, mais elle était bonne et l'animation sublimait tout ça, ce qui donnait un effet waouh dès le premier épisode. Pour moi, si tu veux réellement apprécier Ninja Kamui, tu regardes juste les 3 premiers épisodes et c'est tout. Ne t'inflige pas ce qui arrive après. Donc oui, pour moi c'était important de citer Ninja Kamui parce qu'on avait vraiment un petit bijou entre les
les mains au tout début. Il y a même une suite qui est normalement prévue, mais perso, bah ce sera sans moi. Comme quoi tu as beau avoir une bonne histoire, bah pour un animé, l'animation c'est un critère majeur pour qu'il soit regardé et apprécié. Si on pouvait résumer Ninja Kamui en un mot, ce serait déception. Voilà, petite vidéo, je vous ai sélectionné 3 animés, mais il y en a énormément d'autres, donc je compte sur vous pour me donner vos suggestions en commentaire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi, mais aussi beaucoup qui seront pas du tout d'accord avec moi, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je trouve que c'est intéressant d'avoir vraiment la vision de tout le monde, parce que des fois on n'a pas le même point de vue. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.